OpenAI, la plus grande entreprise d'intelligence artificielle au monde, vient tout juste de publier un article qui révèle ce qu'il faudra pour que l'IA devienne le meilleur développeur au monde. Mais voilà le truc, c'est que les stratégies qu'OpenAI dévoile dans ce papier scientifique, dans cet article, ne se limitent pas à la programmation. Ils sont en train de nous prouver par A plus B que l'apprentissage par renforcement à grande échelle est selon eux la voie très claire vers l'AGI et au-delà. Je vais donc décortiquer cet article, cette nouvelle recherche pour vous, et pour vous montrer qu'avec l'apprentissage par renforcement et la puissance de calcul en phase de test ici, eh bien les possibilités sont juste infinies. Et juste avant de rentrer dans le sujet, je voulais vous montrer cette courte vidéo d'il y a quelques semaines où Sam Altman lui-même, PDG de OpenAI donc, donnait une interview au Japon. Écoutez ça. 3, dont nous avons parlé publiquement en décembre, est le 175e meilleur programmeur compétitif au monde. Notre référence interne est maintenant autour de 50 et nous atteindrons peut-être la première place d'ici la fin de l'année. Vous voyez maintenant où la barre est placée et jusqu'à où OpenAI est confiant d'aller jusqu'à la fin de l'année. Vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce qu'il place la barre aussi haute. Voici donc l'article qui s'intitule « La programmation compétitive avec les grands modèles de raisonnement », publié donc par OpenAI eux-mêmes. Si vous suivez cette chaîne depuis la sortie de DeepSeek et la publication de l'article scientifique sur DeepSeek que j'avais couvert dans une vidéo d'ailleurs, vous savez très probablement déjà où est-ce que l'on se dirige. L'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable. Plus maintenant, l'ajout à tout cela de la puissance de calcul, et vous allez voir que ce sont les deux leviers nécessaires pour atteindre l'intelligence exponentielle dans ces modèles-là. Donc dit en termes simples et sans utiliser de grands mots, ce qu'ils ont découvert depuis DeepSeek, c'est que retirer l'être humain de l'équation intelligence artificielle semble être la clé pour débloquer l'avancée exponentielle de l'intelligence, ou autrement connu sous le nom de l'explosion de l'intelligence, comme l'a décrit l'un des pères fondateurs de l'IA dans le très fameux article La conscience situationnelle, qui est donc un article phare dans le domaine de l'IA, et si vous connaissez ce domaine, je pense que vous connaissez ce papier, qui est donc le papier où l'on y décrit les plusieurs phases de l'intelligence jusqu'à l'intelligence ultime qui serait l'Asie. Et avant de vraiment rentrer dans les détails, juste une petite piqûre de rappel rapidement, DeepSeek, donc ce modèle d'IA là chinois, rappelez-vous, DeepSeek a fait sensation il y a quelques semaines, je pense que vous le savez dans tous les cas, mais beaucoup se sont focalisés en fait sur son coût et son efficacité. Il n'a coûté que 5 millions de dollars à entraîner, même si bon, ce n'est pas vraiment une comparaison équitable, mais ce qu'ils ont fait était incroyable. Le point essentiel de l'article sur DeepSeek, c'est qu'ils ont montré au monde que l'apprentissage par renforcement, c'était la clé majeure de la performance d'un modèle et que l'on pouvait réduire les coûts drastiquement en utilisant cette méthode-là. Depuis, nous avons vu plein d'exemples d'apprentissage par renforcement avec des récompenses vérifiables qui sont donc capables de susciter un comportement réflexif, même dans des très petits modèles. Ce que nous n'avions jamais réussi à faire jusqu'à présent. Il y a une semaine, j'avais même publié une vidéo sur une équipe de doctorants à Berkeley qui avait réussi à reproduire un modèle tel que celui-là pour 30 $ seulement. Et donc avait réussi à obtenir un comportement réflexif, un comportement de réflexion d'une IA pour un modèle de seulement 1,5 milliard de paramètres et qui avait coûté donc, vous l'aurez compris, 30 $. Et si vous voulez mon avis, c'est clairement la stratégie qui va nous mener au prochain niveau de l'intelligence artificielle et c'est aussi l'avis de OpenAI, c'est là que tout se joue. Bien, alors laissez-moi vraiment vous expliquer ce qu'est l'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable. C'est la même méthode qui a permis à AlphaGo donc de devenir le meilleur joueur de Go au monde. Et même de découvrir des stratégies dans le jeu de Go donc qu'aucun être humain n'avait jamais imaginé ou cru possible, comme par exemple le fameux coup 37 qui avait choqué énormément de monde lorsqu'il l'avait fait. C'était il y a quelques années déjà, AlphaGo, mais le bruit qu'avait fait cet événement était juste gigantesque et à raison. En gros, on peut voir ça comme une façon pour l'IA de s'entraîner toute seule. Elle va essayer plein de choses différentes. Et le plus fou, c'est que l'on peut augmenter ça autant que l'on veut. Et à chaque fois, elle reçoit une récompense si elle trouve la bonne réponse. Et elle ne reçoit rien si elle se trompe.
Et bien sûr, c'est une énorme simplification du processus réel, de ce qu'il se passe vraiment, de comment nous le faisons vraiment. Mais pour que vous compreniez, reprenons juste l'exemple du jeu de Go. Imaginez donc deux IA qui jouent l'une contre l'autre au Go ou même aux échecs, vous pouvez imaginer, c'est la même chose. Pour notre exemple, car je sais que les échecs et le Go n'est pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous mettez donc deux intelligences artificielles face à face qui vont jouer une partie de Go, eh bien celle qui gagne, c'est celle qui a la meilleure stratégie. On peut donc lui donner une récompense pour sa victoire. Maintenant, imaginez faire ça des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions de fois. Donc il va jouer des millions de parties à la suite, et à chaque fois on prend l'IA qui a été la plus intelligente, elle va apprendre comme ça, en itérant, sur la meilleure stratégie à chaque fois. Au final donc, eh bien cette IA, elle va apprendre la stratégie optimale pour jouer au Go dans n'importe quelle situation. Donc je le redis, cette approche est spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, on peut théoriquement la développer à l'infini. On peut continuer à laisser ces systèmes d'IA jouer l'un contre l'autre indéfiniment et le rythme du progrès est théoriquement infini. Et ça, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est possible parce qu'en fait, il n'y a pas d'humain dans la boucle, il n'y a pas d'intervention humaine. AlphaGo n'a pas été nourri de parties existantes. On lui a simplement donné les règles, expliqué que s'il gagne, eh bien il gagne une récompense, c'est dans son intérêt, mais que s'il perd, eh bien il a tout simplement perdu et qu'il ne gagne rien. Mais derrière, il n'y aura aucun humain pour évaluer sa performance, on va le laisser tourner sans supervision humaine. Donc en fait, à l'époque, on faisait déjà ça. Ensuite est venu ChatGPT, l'apprentissage par renforcement sous supervision humaine. C'est-à-dire que c'était les humains qui notaient les réponses de ChatGPT, par exemple, et on a remarqué donc que ChatGPT devenait de plus en plus intelligent comme ça. Sauf qu'il y avait une certaine limite, et maintenant, depuis la sortie de DeepSeek, on a redécouvert que finalement, la supervision humaine n'est peut-être pas si bonne que ça. Maintenant, DeepSeek a été entraînée sans supervision humaine, elle a été juste entraînée par elle-même, donc de la façon dont je viens d'expliquer ici. Ils ont fait de même avec O3. Résultat, on est revenu à l'ancienne méthode, c'est juste qu'on le fait beaucoup mieux maintenant. Pour revenir à l'exemple sur Alpha, c'est comme si AlphaGo a pu battre le meilleur joueur de Go au monde, sans humain. On parle ici de récompense vérifiable. Et quand je dis l'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable, eh bien ce terme est important, récompense vérifiable. Parce que par exemple dans le jeu de Go, il y a une seule solution définie. On sait quand on gagne et on sait quand on perd. C'est ça l'aspect vérifiable. Mais ça s'applique aussi à d'autres domaines, particulièrement le STEM. Donc vous savez, c'est l'abréviation de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et toutes les questions qui rentrent dans ces domaines-là, eh bien, ont toutes des récompenses vérifiables. 1 plus 1 fait toujours 2. Donc si le modèle dit que 1 plus 1 fait 3, on sait que c'est faux. En programmation, c'est pareil. On peut avoir des récompenses vérifiables. Quand on a un problème de programmation, eh bien, on connaît la réponse, même si le code peut varier ici et là. Le résultat final du code doit donc fonctionner, peu importe la manière dont le code a été écrit. Si par exemple vous avez un problème qui vous demande de créer un tableau de nombres allant de 1 à 10 par exemple, eh bien on connaît le résultat attendu. Mais la façon dont ce tableau est généré eh bien, peut varier. Par contre, la réponse reste correcte. Ou alors par exemple, on peut aussi exécuter un code et s'il y a une erreur, vous savez, lorsque vous lancez le programme et qu'il y a une erreur, eh bien évidemment c'est une réponse fausse et on va punir l'IA dans ce cas-là. Donc gardez bien tout cela à l'esprit pendant qu'on examine cet article, car c'est de cela qu'il s'agit exactement. L'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable. Vous l'aurez compris donc, cette méthode d'entraînement qui a fait que les IA deviennent si bonnes dans les domaines STEM va être un petit peu compliquée à ce jour à reproduire pour des domaines un peu plus créatifs, pour des questions qui n'ont pas vraiment de solution définie. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Et en gros, donc dans ce papier, ils vont comparer plusieurs approches, mais principalement deux. D'abord, comme référence, eh bien, sachez qu'ils utilisent ChatGPT 4 dans une compétition de programmation et il faut dire qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ensuite, ils vont passer au modèle de raisonnement, donc les modèles, vous savez, O1 et O3, qui utilisent la puissance de calcul, donc en phase de test, la capacité du modèle à réfléchir pendant l'inférence, et cela améliore grandement la qualité du code ici. Et c'est là le but du papier, l'utilisation de stratégies d'inférence écrites manuellement, donc avec la mise à l'échelle du modèle plus généralisé. En fait, il y a deux approches qui sont comparées ici. La première approche utilise des humains, donc qui écrivent des recettes ou des instructions précises pour guider l'IA dans son raisonnement. C'est comme si on donnait un mode d'emploi détaillé à l'IA pour résoudre des problèmes. Et la deuxième approche, donc, consiste simplement à utiliser une IA plus grande, plus puissante, sans ces instructions spécifiques. Et l'idée principale, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une IA guidée par des instructions écrites par des humains ou est-ce qu'il suffit d'avoir une IA plus performante de la même manière que AlphaGo a appris tout seul à jouer au Go? C'est un peu comme comparer deux méthodes pour apprendre à quelqu'un à cuisiner. Soit on lui donne des recettes très détaillées
donc ce qui serait l'approche avec intervention humaine, soit on lui donne accès à beaucoup plus d'expérience et de connaissances générales, donc l'approche de l'auto-apprentissage de l'IA. Et laissez-moi vous lire un extrait de cet article. Donc on peut y lire: la résolution de problèmes algorithmiques complexes exige une pensée computationnelle et une résolution de problèmes de compétences en résolution de problèmes. Ces problèmes sont aussi objectivement évaluables. Et c'est là la clé, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les récompenses vérifiables, objectivement évaluables. Ce qui en fait un terrain d'essai idéal pour évaluer les capacités de raisonnement des modèles d'IA. Et là, ils expliquent ensuite comment, initialement, ils avaient donc des modèles standards, les modèles non pensants, donc les ChatGPT 3, ChatGPT 4o, allant donc de 244 millions à 137 milliards de paramètres et qui pouvaient générer du code plutôt bien. Mais ils disent, on a vu que la performance s'améliore de façon log linéaire avec la taille du modèle et que le fine-tuning améliore significativement la précision. Et quand vous entendez le terme alpha, eh bien pensez apprentissage par renforcement, c'est ce que je vous disais. C'est la technique qu'ils utilisent ici donc dans AlphaCode. C'est là que tout se joue et j'aimerais vous parler 20 secondes très rapidement de Vision IA, la formation que j'ai créée. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre compréhension et surtout apprendre à intégrer l'IA dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, eh bien je vous montre tout. Que vous soyez complètement débutant ou que vous utilisiez déjà ChatGPT, eh bien j'ai conçu cette formation pour être claire, accessible et surtout adaptée à tous les niveaux. Alors je vous remercie pour l'accueil qu'elle a reçu, nous sommes déjà plus de 600 et franchement les retours sont incroyables, donc merci. Eh bien sachez que l'intelligence artificielle ne va pas ralentir. Dans 6 mois il sera sans doute déjà trop tard pour rattraper ceux qui auront pris de l'avance aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse, vous trouverez le lien en commentaire sous la vidéo. N'hésitez donc pas à y aller faire un tour. Allez, reprenons la vidéo. Et ils disent: il s'est attaqué aux tâches de programmation compétitive en utilisant la génération de code à grande échelle et l'heuristique en inférence. AlphaCode 2, dont les améliorations ont presque doublé les problèmes résolus par AlphaCode, s'est classé dans le 85e percentile du Codeforce. Donc c'est cet examen, c'est ce benchmark, ces preuves que l'on fait passer aux IA pour savoir si elles savent coder. Et les deux systèmes AlphaCode utilisent un échantillonnage à grande échelle allant jusqu'à 1 million de solutions candidates par problème, avant de sélectionner leurs 10 meilleures soumissions avec. Et attention, c'est une autre des clés, une stratégie d'inférence conçue manuellement avec l'humain dans la boucle. Ok, donc tout cela, c'était encore avec de l'intervention humaine. Ensuite, ils ont les grands modèles de raisonnement O1 et O3, et on peut continuer d'y lire la chose suivante. Ces modèles utilisent le raisonnement en chaîne de pensée, donc pour s'attaquer à des problèmes complexes, comme les mathématiques et la programmation. Les travaux de DeepSeek R1 et de Kimi 1,5, qui soit disant passant est un peu passé sous le radar, ce modèle-là, donc Kimi 1,5, mais qui a accompli beaucoup de choses que DeepSeek avait fait aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais pu en faire une vidéo, mais peut-être à l'occasion. Et ils disent donc que O3 donc, a aussi accompli indépendamment, montrant comment l'apprentissage de la chaîne de pensée améliore les performances sur les défis mathématiques et de programmation. Et cette chaîne de pensée est vraiment puissante, mais il reste une question ouverte à ce jour. Est-ce que ces stratégies d'inférence donc conçues manuellement sont-elles la meilleure approche? Sont-elles vraiment nécessaires pour atteindre la première place en IA de programmation? Eh bien c'est là qu'ils nous disent avoir 3 systèmes disponibles pour éclairer cette question. Il y a le modèle O1 qui est juste un modèle de raisonnement. Nous avons aussi le modèle O1IOI qui est un modèle de raisonnement mais avec des critères d'inférence et de la sélection un peu plus sophistiquée. On y reviendra. Et également ils ont les premières versions de O3. Et vous devinez probablement déjà où est-ce que je veux en venir, mais j'aimerais vous donner une autre analogie. Pensez à la conduite autonome de Tesla par exemple. Il y a quelques années, eh bien, la conduite autonome de Tesla était une approche hybride. Oui, c'était une approche hybride entre un réseau neuronal, donc une IA, et des règles écrites manuellement par des humains, donc un algorithme à l'ancienne, avec des règles écrites par des humains, donc c'est-à-dire, je sais pas, si la caméra voit un feu rouge, eh bien la voiture s'arrête. Voilà, ça c'est un algorithme bien carré qui n'utilise pas d'IA, ce sont des règles bien écrites. Et donc Tesla mêlait ces deux approches, elle utilisait un petit peu d'IA et un petit peu de règles écrites par les humains. Mais ils ont atteint un plafond de performance et ils n'arrivaient plus à progresser. Il y a quelques années donc, ils ont essentiellement démantelé ce système et ils ont décidé de passer à un réseau neuronal complet, donc de l'IA pure, de bout en bout, utilisant justement l'apprentissage par renforcement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Cela signifie qu'il n'y a plus d'humains dans la boucle d'apprentissage des voitures Tesla. Et depuis lors, ils ont pulvérisé ce plafond et les performances sont vraiment incroyables maintenant. Le point important ici donc, c'est que lui-même, eh bien non seulement il n'était pas vraiment nécessaire, mais en fait c'était un facteur limitant pour leur performance.
Et devinez quoi, c'est exactement ce que OpenAI constate aussi avec l'IA de programmation, et c'est ce qu'ils expliquent dans ce papier. Alors commençons par OpenAI O1, c'est le modèle de raisonnement, mais sans stratégie sophistiquée de prompting en temps d'inférence, qui est ce que fait O3, mais on y reviendra. Et on peut y lire la chose suivante. En générant une chaîne de pensée interne étendue avant de répondre, O1 ressemble à un humain qui résout méthodiquement un problème complexe étape par étape. L'apprentissage par renforcement a affiné ce processus de la chaîne de pensée, aidant le modèle à identifier et corriger les erreurs, décomposer les tâches complexes en parties gérables et explorer des chemins alternatifs quand une réponse ou une approche échoue. On a tous vu à quel point la chaîne de pensée est efficace, c'est fondamentalement comme ça que ça marche. Non seulement ça, mais O1 est entraîné à utiliser des outils externes comme par exemple l'écriture et l'exécution du code dans un environnement sécurisé. C'est ce qui lui permet, je pense, de vérifier aussi que le code qu'il génère est correct ou non. En fait, il teste en direct avant de vous donner le code. Et regardons maintenant le benchmark Codeforce. On y lit bien sûr, Codeforce est un site de compétition de programmation qui héberge des concours en direct. C'est une compétition internationale fréquentée par certains des meilleurs programmeurs compétitifs au monde. Et en descendant, regardons ce graphique. Sur l'axe Y, nous avons donc le classement sur ce benchmark et les différents modèles sur l'axe X. Nous avons donc ChatGPT 4 avec un Elo de 808, puis O1 Preview avec 1258 et O1 à 1673. Franchement, on peut déjà voir une amélioration assez drastique à chaque mise à niveau du modèle. Ce qui montre vraiment l'efficacité de cet apprentissage-là, donc le RL, l'apprentissage par renforcement, pour le raisonnement complexe. Et voici quelque chose de vraiment important à noter, c'est le modèle O1 avec IOI. Alors je vais vous expliquer exactement comment IOI fonctionne dans un instant. Mais en gros, pendant le développement de O1, ils ont découvert que l'augmentation à la fois de la puissance de calcul, donc pour l'apprentissage par renforcement, et du temps d'inférence améliorait constamment les performances du modèle. Donc en gros, ils ont découvert qu'il vaut mieux non seulement le laisser faire ce jeu en solo, avec l'apprentissage par renforcement, mais aussi au moment de l'inférence, donc au moment où il répond, lui permettre de réfléchir encore plus longtemps, utiliser plus de tokens, faire cette chaîne de pensée que je viens de décrire. Dans ma dernière vidéo d'analyse de papier scientifique, je parlais justement de cela, qu'en fait on laissait au modèle la capacité de générer plus de tokens, de réfléchir à lui-même. Donc avant de vous répondre, il va réfléchir et réfléchir et réfléchir et se parler à lui-même pour savoir si la réponse qu'il va donner à la fin est correcte. Et comme vous pouvez le voir ici, à mesure qu'ils augmentent donc le temps de calcul d'entraînement, eh bien les performances s'améliorent aussi. Sur le côté droit, même chose avec le temps de calcul en test. Donc c'est l'apprentissage par renforcement à gauche et le temps de test post-entraînement à droite. Maintenant, très rapidement, pour vous expliquer en fait IOI, eh bien ça incorpore des stratégies d'inférence spécialisées et conçues donc pour la programmation compétitive uniquement. Mais encore une fois, rappelez-vous, cela est écrit manuellement par des humains. Donc. Et voici comment ça fonctionne. En fait, ils divisent chaque problème en sous-tâches. Ils vont échantillonner 10 000 solutions de O1 pour chaque sous-tâche. Puis, il va utiliser une approche basée sur le clustering et le reclassement pour décider quelle solution soumettre. Et si vous pensez déjà, waouh, ça a l'air vraiment compliqué, eh bien oui, vous avez raison, c'est un peu compliqué. Je vais pas passer plus de temps à expliquer cela, mais en gros, c'est pour que vous sachiez qu'en fait, entre O1 et O3, il y avait un petit modèle comme ça, et qui seront peut-être des méthodes à réutiliser plus tard, qui sait. Maintenant, nous passons donc à O3, le modèle sans aucune stratégie écrite manuellement. C'est là le grand changement entre O1 et O3. C'est là ce qu'a permis DeepSeek se passer donc de l'apprentissage humain. Il n'y a plus d'humain dans la boucle. Et donc voilà, bien que O1 IOI ait obtenu de bons résultats en combinant donc le fine-tuning par renforcement humain avec ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, eh bien ça n'a pas suffi. O3 a littéralement explosé les deux modèles précédents. Et il l'a fait exactement de la même manière que Tesla a retiré les humains de leur réseau neuronal, donc de bout en bout, et a vu des améliorations massives. Et également de la même manière et de la même façon qu'AlphaGo fonctionne. Ils ont retiré les humains de la boucle et ils ont simplement laissé l'IA jouer avec elle-même, donc s'auto-améliorer. C'est ce que vous allez voir maintenant. Voilà O3, donc sur le classement Codeforce, qui a bondi au 99,8e percentile avec un score Elo de 2724. C'est un saut énorme depuis O1 IOI. Et vous pensez peut-être que passer du 98e à 99,8 n'est pas beaucoup, mais franchement, détrompez-vous. Regardez la différence d'Elo, on passe de 2200 à 2700. C'est complètement dingue. Donc vous le voyez, alors que O1 IOI s'appuyait sur une stratégie de test super complexe définie par lui-même, eh bien O3, il a simplement suivi une approche beaucoup plus simple. Et O3 a largement surpassé O1. Donc simplement, augmenter l'apprentissage par renforcement
et le temps de calcul ou la puissance de calcul sur cet apprentissage-là, sans avoir besoin de prompts spécifiques ou d'intervention humaine, eh bien en gros, ça fait évoluer l'IA. Encore une fois, il semble que simplement faire évoluer ces modèles est la chose qu'il faudra pour que l'IA devienne le meilleur programmeur au monde, et au-delà de ça d'ailleurs, le meilleur raisonneur, le meilleur en mathématiques, le meilleur en sciences, le meilleur en technologie, puis viendra l'AGI, et enfin, un beau jour apparaîtra l'ASI, le stade ultime de l'IA. C'est ce que cet article illustre. Et c'est ce que nous savons déjà si vous suivez la chaîne depuis ces dernières semaines. L'apprentissage par renforcement et la puissance de calcul sont la voie claire vers l'AGI. Sam Altman l'a d'ailleurs déjà dit. Il a dit qu'ils ont la voie très claire sur comment y arriver, mais qu'ils ont juste besoin de la construire. D'où les méga projets qu'ils avaient annoncés, donc le Stargate à 500 milliards de dollars, etc. Ce sont des centres de calcul qui vont servir à faire justement ça, ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Et c'est de ça qu'ils parlent. Ils ont les algorithmes, ils ont l'approche, mais il faut juste la faire évoluer maintenant. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, on sort ce genre d'actu tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de tout cela. Je vous rappelle également que vous trouverez en commentaire épinglé sous la vidéo le lien vers ma formation. Je vous y apprends en l'IA. Aujourd'hui, on a parlé de concepts un peu compliqués peut-être, mais dedans, nous reprenons tout depuis les bases. Donc même si vous n'y connaissez pas trop en IA, ne vous inquiétez pas, on reprend tout, on monte crescendo jusqu'à des concepts comme celui-ci par exemple. Donc n'hésitez pas à y venir faire un tour. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.